On parle beaucoup d'acheter local ces temps-ci, mais nos entreprises en croissance d'ici ont aussi besoin beaucoup d'investissement local. Puis comme c'est là, des vieilles lois empêchent la grande majorité des Québécois d'y participer. Donnez-moi 5 minutes et je vous explique. Jusqu'au début de l'année, le Québec regorgeait de petites entreprises de chez nous, innovantes et en pleine croissance, avant qu'on soit frappé par la COVID. On parle ici souvent de compagnies de haute technologie qui ne font pas de la vente au détail, alors nos initiatives d'achat local ne les aideront pas beaucoup. Ce qu'elles ont besoin, c'est des investisseurs qui croient en elles pour passer le creux de la pandémie. Et l'opportunité est quand même importante. Celles qui vont survivre vont se retrouver avec beaucoup moins de compétiteurs à travers le monde une fois que l'économie reprend, ce qui va leur donner un potentiel de croissance rapide, très intéressant pour leurs investisseurs. Tant pour l'économie du Québec que pour nos propres portefeuilles, c'est le temps d'investir dans nos entreprises locales. C'est peut-être l'opportunité économique de notre génération. Mais bien choisir ces investissements, ce n'est pas évident. C'est pour ça que la plupart des investisseurs dans les compagnies en croissance d'ici passent généralement par des fonds d'investissement spécialisés qui ramassent l'argent d'un grand nombre d'investisseurs, assurent une gestion professionnelle des investissements et retournent les gains quand les compagnies prennent de la valeur. Mais attention, quand on parle de fonds d'investissement, pas tous les Québécois sont égaux devant la loi. Pour expliquer ça, il faut passer par deux concepts, le prospectus et l'investisseur qualifié. Normalement, pour qu'un fonds d'investissement ait le droit de ramasser de l'argent du grand public, il doit préparer un prospectus. Un prospectus, c'est un document réglementé par la loi qui donne des informations financières reliées à la vente de valeurs mobilières, essentiellement des parts ou des actions dans une compagnie ou un fonds d'investissement. Et c'est cher. Monter un prospectus, ça peut coûter des dizaines ou des centaines de milliers de dollars de frais professionnels. En pratique, un petit fonds d'investissement local ne pourrait pas se le permettre. C'est là qu'on arrive aux investisseurs qualifiés. Les investisseurs qualifiés sont une exception légale à la règle du prospectus. Tant qu'un fonds d'investissement prend juste l'argent d'investisseurs qualifiés, pas besoin de prospectus. Alors vous comprendrez qu'en pratique, les fonds d'investissement spécialisés font presque juste affaire avec des investisseurs qualifiés. Et c'est là que la loi traite pas tout le monde de la même façon. Parce que pour être un individu investisseur qualifié au Québec, en gros, il te faut soit des revenus annuels de 200 000 $ par année depuis 2 ans ou un actif net d'1 million. Ces lois-là, ils datent du début du 20e siècle, quand les crashs du marché boursier ont envoyé à la rue trop de petits investisseurs qui ont perdu leur chemise dans des investissements trop risqués. L'idée était qu'en obligeant les compagnies et les fonds d'investissement à dévoiler toutes leurs informations financières, les petits investisseurs pourraient faire des choix plus éclairés. Les compagnies qui ne voulaient pas le faire allaient être limitées à des investisseurs qui avaient les moyens de prendre des risques plus élevés, les investisseurs qualifiés. Mais avec le temps, ces vieilles lois-là ont maintenant un effet un peu pervers. La réglementation des prospectus est devenue plus complexe, au point où aujourd'hui, il y a à peu près juste les investisseurs professionnels qui sont capables de s'y retrouver. Loin d'informer les gens, ils sont plutôt une barrière aux petites initiatives d'investissement local par ceux qui n'ont pas de grands moyens. Et loin d'égaliser le terrain entre les petits et les gros investisseurs, ces vieilles lois-là élargissent maintenant le fossé entre les plus et les moins riches en permettant seulement aux plus riches d'investir dans la croissance économique de nos startups et d'en profiter. Et pendant que nos entrepreneurs innovants locaux ont besoin de capitaux de roulement plus que jamais, des millions de Québécois ne peuvent pas investir à part égale. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? D'abord, on pourrait reconnaître que les méthodes et les technologies financières ont beaucoup évolué depuis le crash de 1929 et moderniser nos lois en conséquence. Grâce entre autres aux technologies de sociofinancement, c'est maintenant possible et entièrement viable de ramasser beaucoup de petits montants de monsieur, madame, tout le monde sans risque sérieux à leur santé financière. Le Québec a d'ailleurs déjà fait une petite ouverture au financement du genre, en permettant aux compagnies individuelles, mais pas aux fonds d'investissement, de récolter des petits montants sur des plateformes de sociofinancement. Mais ça ne marche pas très bien. Pour les investisseurs, l'expérience est trop incertaine, puis pour les compagnies, les montants ramassés sont trop petits pour valoir l'effort. On devrait moderniser notre loi pour permettre à des petits fonds d'investissement de combler les deux besoins, en offrant une gestion professionnelle aux investisseurs et des montants intéressants aux startups québécoises. Avec une réglementation saine, souple et pas trop compliquée, le Québec pourrait développer un tout nouveau modèle d'investissement et d'enrichissement égalitaire et collectif. Si vous trouvez que tout ça, c'est une idée qui vaut la peine, sautez dans la discussion. Partagez le vidéo, laissez des commentaires, discutez des forces et des faiblesses de l'idée. Le Québec n'est pas à ses premières innovations dans le monde de la finance collective. On a tout le savoir-faire qu'il nous faut, il nous faut juste la volonté.